La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. D'abord, est-ce qu'il y a un modèle français d'intégration? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'on peut parler du modèle français d'intégration au singulier? C'est une question que je me permettrai de rajouter comme une sorte de question liminaire avant de poser à Jacques Toubon la première question, c'est-à-dire la France est-elle un pays d'immigration? Pourquoi est-elle un pays d'immigration? Pourquoi parle-t-on de tradition d'accueil? Et dans ce contexte-là, comment voyez-vous, comment regardez-vous la question de l'intégration? C'est-à-dire, est-ce que la France est un pays d'immigration? Il est clair que Marseille donne une réponse qui est oui. Et si on se place d'un point de vue historique très rapide, et si je prends les 2 derniers siècles, en gros, qui sont significatifs, puisque c'est après la Révolution française, c'est la Révolution industrielle, c'est le monde moderne, 19e, 20e siècle, ça donne quoi? Ça donne que la France est, de tous les pays d'Europe, je dis bien tous, sans exclusion, celui qui a été constamment, depuis 2 siècles, un pays d'immigration, et on peut le dire sans crainte d'exagérer, on est un peu les États-Unis de l'Europe de ce point de vue. Alors que les autres pays européens, je pense que vous en avez tous conscience, ont été, jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'aux années 50-60, des pays d'émigration, tous les pays scandinaves, la Suède, etc., les pays du Sud, bien entendu, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne elle-même, l'Allemagne, ô combien. Et donc, notre histoire, c'est celle d'un pays qui, rapidement, pour une raison, parce que nous avons vu notre démographie décliner dès la fin du XVIIIe siècle plus vite que dans d'autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, et nous avons donc très vite, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons de travail, et puis aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour accueillir ceux qui recherchaient la liberté, qui étaient opprimés, nous avons eu de grands mouvements d'immigration. Et ceci, ça se traduit par le fait qu'aujourd'hui, on compte dans notre population, on peut compter 11,5 millions de personnes immigrées. Ce qui veut dire des personnes qui sont venues étrangères en France et qui sont en France soit devenus français, soit restés étrangers. Il y a aujourd'hui 3 millions d'étrangers dans notre pays. Mais voilà ce que ça représente. Et si on se place alors d'un point de vue plus lointain, je dirais, si on remonte plus en arrière, on peut calculer qu'aujourd'hui, à peu près 25% de la population dans notre pays à la 3e ou la 4e génération, au grand-père ou à l'arrière-grand-père, ou à la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère, une origine étrangère. Ça veut donc dire que cette histoire de l'immigration, elle est naturellement aussi, par définition, une réalité contemporaine de notre société. Si on voulait définir, si vous voulez, un modèle ou, si vous voulez, des constantes dans les politiques publiques d'intégration ou les réflexions sur l'intégration, je crois qu'on pourrait dire 3 choses qui me semblent une première approche non discutable. La première, c'est que la France, contrairement à d'autres pays, a toujours refusé d'inscrire dans la loi l'exclusion, c'est-à-dire l'apartheid. Vous avez cité très justement le titre 1 de notre Constitution, n'est-ce pas, l'apartheid, c'est-à-dire l'inégalité devant la loi, est, dans la tradition constitutionnelle républicaine française, interdite. Ce n'est pas qu'elle n'a pas existé dans la politique coloniale, bien sûr, mais dans la tradition républicaine française, elle est interdite. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que également,
et alors que ça existe dans d'autres pays, le communautarisme n'est pas non plus autorisé. Il n'existe d'ailleurs dans cette communauté qu'une citoyenneté de la communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelle que soit leur origine, leur race et leur religion, ils ont les mêmes devoirs. Autrement dit, sur le plan politique et juridique, il n'y a qu'une communauté. Alors, est-ce à dire qu'en France, il n'y a pas de communauté? Bien entendu, non. Comme dans toute démocratie, il y a des associations de tout genre, des associations concernant l'origine, n'est-ce pas, les Auvergnats de Paris, les Berbères de France, des associations confessionnelles, la communauté catholique, protestante, juive, musulmane, des communautés professionnelles, etc. Mais, au fond, quelle est la différence entre la reconnaissance des communautés, qui ne fait pas de problème ici, et puis, au fond, le refus du communautarisme? Eh bien, c'est qu'il y a communautarisme lorsqu'on accepte que des communautés, d'une part, vivent isolées les unes des autres, n'est-ce pas, soit juxtaposées mais sans se relier, et surtout, si vous voulez, ce soit régies par des lois différentes, et surtout des lois qui sont contraires aux lois de la République. Eh bien, ça, c'est une chose qui est absolument, au fond, refusée en France. On n'a pas accepté, les politiques publiques, au fond, même si elles ont été différentes les unes des autres, ne se sont jamais résignées à reconnaître le communautarisme, pour dire une chose très simple. Un retour historique sur le temps long permet de dire, comme l'a fait Jacques Toubon, que la France a une tradition de pays d'accueil. C'est juste. Mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, et si vous êtes venus nous écouter, c'est pour parler de la situation des immigrés et de leurs enfants actuels aujourd'hui, et des racines de la situation créée aujourd'hui en France, qui, d'après moi, remonte aux années 70. Et si on prend la situation dans les années 70, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on était dans une période de crise économique et que, comme toute période de crise économique, ça s'accompagne d'un certain nombre de mesures de fermeture des frontières, en tout cas de plus grande protection pour éviter des flux migratoires trop importants sur le territoire français. Simplement, donc c'est le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque qui prend ces mesures pour contrôler plus fermement l'entrée des immigrés sur le territoire. Simplement, cette fermeture de l'époque se caractérise, je tiens à le dire, par une certaine brutalité, voilà, une certaine brutalité qu'il faut savoir reconnaître aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus simplement que j'ajouterai que le Parti socialiste de l'époque, auquel j'appartiens, vous n'êtes pas sans le savoir, n'a combattu cette brutalité qu'assez mollement. Une certaine brutalité qui a conduit, par exemple, à décider d'inciter les travailleurs immigrés présents sur le territoire français à retourner chez eux. C'était tous les mécanismes de retour qui ont été utilisés, à freiner l'immigration familiale, donc à empêcher le regroupement familial. Et puis surtout, petit à petit, dans les discours politiques qui ont été tenus, et qui ont évidemment une importance éminente, à faire des étrangers les premiers responsables du chômage de masse, ce qui a conduit petit à petit le Front National à devenir le premier parti parmi les ouvriers, particulièrement touchés et inquiets de ce chômage de masse. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, à partir de ces mesures-là, et depuis finalement 1975, l'immigration officielle n'existe plus. C'est un impensé. On fait comme si, dans notre pays, on n'avait pas d'immigration légale. On ne la pense pas. On ne la pense pas. Et quand on fait un effort pour la penser, on imagine que ça n'est qu'une immigration de travail. Je rejoins ma voisine sur ce qu'elle disait à l'instant. Et on ne pense pas du tout l'immigration familiale et donc ce que vont devenir les enfants. On ne pense pas du tout que ces immigrés sont susceptibles de s'installer de façon durable sur le territoire et que donc leurs enfants feront partie petit à petit de la société. Et je pense que c'est cette impensée-là qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est cette impensée qui explique la très grande difficulté de la classe politique dans son ensemble, droite comme gauche malheureusement, à reconnaître ce que j'appelle, moi, la pluralité visible de la société française telle qu'on la découvre, entre guillemets, depuis quelques années maintenant, mais on aurait dû s'en apercevoir il y a déjà fort longtemps. Le HCI a fait un ouvrage qui s'appelle « Le bilan de la politique d'intégration ». C'est une comparaison des politiques d'intégration en Europe. Et alors, la première chose qui nous a frappé, et ça concerne la prise de conscience de la société française, c'est que alors que les autres pays européens, sur les questions d'immigration et d'intégration, on consacrait 0 à
un ou deux, si vous voulez, lois, la France, pendant cette période, a mobilisé son Parlement. Il y a eu, alors elles n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés, mais il y a eu une dizaine, n'est-ce pas, de lois sur cette question. Et en particulier, et là j'en viens, donc ça c'est la première chose que je veux dire, et c'est pour ça, vous savez, c'est un peu comme Talleyrand disait aux Petites Républiques, n'est-ce pas, qui était contre le droit des gens, il leur a répondu, le droit des gens fait que vous êtes là. Eh bien, c'est tout ce qui a été fait dans ces dernières décennies, la création de la Cité de l'histoire de l'immigration, la création de l'ALDE, etc., qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir ce débat, je m'en réjouis. En ce qui concerne cette question au fond, de la laïcité et de la loi sur le voile, je dis je ne partageais pas votre appréciation, tout simplement pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est rare l'unanimité ou la quasi ou une grande majorité dans le vote des lois en France. La loi, n'est-ce pas, sur le voile a été votée à 387 voix pour, 37 voix contre. C'est très rare. Et cette loi, d'ailleurs, a pacifié dans l'école publique ce problème, dans l'école publique. Donc, alors pourquoi ? Et j'en viens sur la question de la laïcité, c'est une question qui est tout à fait fondamentale. C'est vrai, la laïcité, c'est une exception française, n'est-ce pas ? Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas... Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est le fait, évidemment, de trouver un mode, n'est-ce pas, sociétal, civil, de coexistence de la diversité. Pourquoi la France est devenue un pays laïque ? Et quand est-elle devenue un pays laïque ? Et pourquoi a-t-elle, si vous voulez, réitéré, au fond, cette laïcité aujourd'hui ? Tout simplement... Non, mais j'ai besoin de plus que 15 secondes, parce que c'est une chose fondamentale. Parce que dans tous les pays européens, nous avons connu, n'est-ce pas, au fond, une diversité qu'on n'arrivait pas à traiter. C'était les guerres de religion, la diversité religieuse. Parce qu'en France, la diversité, on ne l'a pas suffisamment dit. La diversité est d'origine en France. La France, n'est-ce pas, s'est développée autour de l'Île-de-France en acculturant des gens très, très différents. Et l'unité de volonté. La seule chose que l'histoire française a eu du mal à traiter, n'est-ce pas, et qui a fait des centaines de milliers, voire des millions de morts, c'est la diversité religieuse. Ça ne date pas d'hier. C'est à la fin du XVIe siècle. Et comment, comme tous les pays européens, les pays européens en général sont sortis de cette diversité inexpiable ? Eh bien, les pays anglo-saxons sont sortis en proclamant, au fond, les droits, les libertés individuelles et le droit des minorités. Et la France, elle, est sortie des guerres de religion en proclamant, je suis évidemment très schématique, l'État neutre, la neutralité de l'État, n'est-ce pas ? L'État neutre, et peut-être parce que la France était le pays le plus peuplé d'Europe, parce qu'il y avait des millions de personnes qui s'opposaient à des millions de gens, et que ce n'était pas une majorité en face de minorité. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas, la laïcité. La laïcité, c'est, au fond, cette solution de l'État neutre, c'est-à-dire une solution publique, qui ne repose pas simplement sur les individus, sur le droit des minorités, pour permettre à des collectivités qui sont diverses, qui ont le droit d'être diverses, de coexister sans s'étriper. Et aujourd'hui, alors que nous avons des problèmes nouveaux de diversité, pas seulement religieuse, de diversité culturelle, mais aussi de diversité religieuse, eh bien, nous avons tout simplement retrouvé cette vieille solution de l'espace public neutre. De l'espace public neutre. C'est-à-dire, ce n'est pas pour opprimer les diversités, c'est pour les faire vivre ensemble.